Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver. Bienvenue dans le Café de la Marine. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Avant de revenir sur notre plateau de la Cité de la Voile Éric Tabarly, c'est sur les pontons de Lorient-la-Base et sous un grand soleil que nous attaquons cette rentrée des classes. Une rentrée sur les chapeaux de roue pour la classe IMOCA qui se prépare à disputer son traditionnel défi azimut Lorient Agglo. Un grand rendez-vous lorientais qui cette année encore compte une participation record. 35 binômes sont engagés pour 5 jours de compétition où vont se mêler des runs de vitesse, une grande course offshore et une régate côtière. Alors, quelles sont les ambitions, les objectifs des concurrents engagés dans ce défi et comment abordent-ils cette reprise? On va aller voir 3 invités. Nous allons prendre la direction de Concarneau pour poser la question à Charlie Dalin, récent vainqueur de la Fastnet Race avec son IMOCA flambant neuf. Nous irons également voir Justine Métro en baie de la Forêt en stage d'entraînement au pôle Finistère course au large. Un stage d'entraînement auquel participe également Éric Bellion qui nous a invités à découvrir son nouvel IMOCA à dérive droite. Un projet atypique à l'image de ce skipper. C'est parti! Action! Salut Eric. Salut Virginie, Ça va ça va? Ouais. Merci de nous accueillir et de C'est un nous donner plaisir. un peu de temps. Waouh, beau bateau. C'est le plus beau. Il est magnifique, Ouais. j'avoue, il est très très beau, on peut pas le louper. Eric, il y a le défi Azimut qui va avoir lieu très prochainement. Ce sera ta première grande course avec ce nouveau bateau que tu as mis à l'eau en juin. C'est un vrai test qui arrive, comment tu l'appréhendes? Ah ben écoute, avec beaucoup de plaisir, parce qu'on a beaucoup bossé. Donc maintenant, c'est le révéler aux autres, montrer tout le travail de l'équipe, le travail aussi du chantier. Il y a 2 ans, 2 ans et demi de travail. Donc je suis pressé d'aller montrer le bateau. Ouais. Beau bateau, en tout cas, belle bête qui fait beaucoup d'effets sur les pontons. Ce bateau-là, on sait que toi, tu as un parcours assez atypique et tu as fait un choix assez atypique aussi de construire le premier IMOCA nouvelle génération qui n'est pas doté de foil, hein, c'est des rives droites. C'est un projet un peu à contre-courant que tu as mené avec Jean Lecam et puis l'architecte navigateur David Raison qui signe d'ailleurs ici son premier IMOCA. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi pas un refit? Pourquoi pas avoir pris juste un ancien bateau? On imagine qu'il y a aussi beaucoup d'évolutions sur les carènes. Parle-nous justement des grands choix architecturaux qui ont été faits et des atouts de cette machine. On a voulu déjà on a eu une réflexion sur la performance. C'est quoi la performance? C'est pas uniquement la vitesse maximum. La performance, c'est avoir un bateau qui est adapté à nos budgets, à nos équipes, à nos moyens, et être capable d'amener un bateau comme une arme absolue à la fin au début d'une course, quoi. Donc, Avec l'objectif d'un tour du monde où il faut tenir aussi voilà. et sur la durée. Hein. L'idée, ce bateau, il est fait pour le Vendée Globe. Il est fait pour être le plus rapide possible sur le Vendée Globe. Et donc, on a décidé de faire un SCO, donc vraiment un design SCO avec David Raison. Cette Un étrave bateau- ronde qui a été testée et éprouvée sur Voilà. les mini, les classes 40 et qui fait vraiment ses preuves. Hein. Exactement, et d'en faire un bateau très léger. Donc, on est plusieurs centaines de kilos plus léger que les foilers, voire parfois plus d'une tonne plus léger. Et aussi simple, c'est un bateau qui va vite, simplement, facilement. Et donc sur le Vendée Globe, ça, quand on est tout seul, souvent cramé par la fatigue, c'est un bateau qui avance toujours. Et voilà, et c'est ce qu'on a voulu avec Jean, et je crois que c'est une belle réussite parce que ce bateau, il va vite tout le temps. Il va jamais très vite, mais il va vite tout le temps. Avec des belles moyennes. Tu parles de Jean. Ouais. Jean, c'est un monument de la course au large. Qu'est-ce que toi, il t'apporte? Il m'apporte son expérience. Je suis très inspiré par lui dans sa façon de naviguer. Je pense que c'est quelqu'un qui est très sage dans sa façon de naviguer. Il m'a appris pour aller rapidement, à aller doucement. Et surtout, c'est un maniaque du poids et de l'efficacité. Et moi, je trouve que sur des bateaux comme ça, c'est un défi extraordinaire. C'est facile, en fait, de complexifier. C'est facile de rajouter des choses. Ouais. C'est facile toujours de mettre de la technique. Mais repenser la technique, savoir exactement de quoi on a besoin, ça, je trouve qu'il est très inspirant. Et ce bateau, c'est vraiment la réponse. De quoi a-t-on besoin pour performer sur le Vendée Globe? Et c'est notre réponse. Alors, il y a eu énormément de travail. Tu le dis, tu es impatient là, d'aller en découdre. Il y a eu beaucoup de plaisir, d'excitation à fabriquer ce bateau, mais aussi des galères, des nuits blanches. Qu'est-ce qui a été le plus dur? Pourquoi ça a été si dur? Ce qui est dur, c'est de partir de rien avec des petits moyens, tu vois. Donc moi, maintenant, je comprends pourquoi il y a des design teams de plusieurs dizaines de personnes dans les grandes équipes. C'est que c'était un travail faramineux. Et c'est une vraie expérience parce qu'il y a faire
son premier Vendée Globe, mais aussi construire Ah bah, son bateau pour le Vendée Globe. ça, c'est une ce aventure. gros défi. Bah, Ouais. pour moi, il y a 2 Graals quand on est un marin, souvent français, mais il y a 2 Graals, c'est faire le Vendée Globe et après construire son bateau pour le Vendée Globe. Et là, je suis content, c'est le 2e Graal. Et ça n'a plus rien de l'aventure de 2016-2017. Ça n'a rien à voir. Dire, ce bateau, ça représente 200 personnes qui ont travaillé dessus. Donc 200 personnes, qu'est-ce qui est le plus compliqué? C'est de faire en sorte qu'ils travaillent bien ensemble. Et quand on mettre a... de l'humain, et ça, tu comptes beaucoup aussi, c'est important pour toi, cette notion et cette dimension humaine aussi, au-delà du défi technologique et technique. C'est en mettant de l'humain que ça marche, hein. Sinon ça va pas très très loin. Et... Il y a un détail qui nous a pas échappé, hein. Il a été rebaptisé Stand as One, c'est la traduction finalement anglaise de comme un seul homme. Ouais. Ça, c'est aussi parce qu'il y a une volonté de s'internationaliser. Il y a cet objectif de Vendée Globe 2024, tu l'as dit, il y a aussi cet objectif de The Ocean Race. Alors moi, j'ai une question quand même. Après le Vendée, tu as dit plus jamais. C'est bon, j'y vais plus. Non seulement tu remplis le point à Vendée, mais il y a aussi des ambitions encore plus fortes. Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie? Qu'est-ce qui a changé finalement et qui fait que tu as eu envie d'y retourner? J'avais ça très fort en moi et puis je me l'autorisais pas. Et donc maintenant, je me l'autorise à plein. C'est ça ce qui a changé en fait. Tu vas partir là sur le défi Azimut et puis ensuite il y a la Transat Jacques Vabre. Tu fais équipe avec Martin Lepape. Martin, il parle de toi en disant que tu es quelqu'un qui n'a pas peur de sortir de sa zone de confort, quelqu'un qui ne se ment pas aussi et quelqu'un qui n'hésite pas à aller chercher une complémentarité. Qu'est-ce que tu es allé chercher chez Martin justement qui te manquait? Martin, il est né avec la compétition. Il l'a bu avec le lait quand il était petit. Et donc il a ça en lui. Et moi, je viens pas de la régate. J'adore ça, j'adore la compétition. Mais lui, il a des clés que j'ai pas. Et j'aime son rythme. Il dit que tu as un excellent sens marin, qu'on sent quand même que tu es vraiment allé sur un bateau et que tu as ça aussi en toi. Je pense que je suis un bon marin, mais maintenant, il faut que je devienne un très bon régatier pour faire honneur à ce beau bateau et au travail des 200 personnes qui ont travaillé dessus. Donc je sais que je finis l'histoire avec cette course, en étant seul sur le bateau, et je veux bien faire. Et j'ai toujours aimé bien faire, donc je vais continuer. Et on imagine déjà que sur le défi Azimut, tu vas vouloir faire des étincelles avec ce beau bateau. Est-ce que tu nous ferais l'honneur d'une petite visite, allez, avant de se quitter, un petit tour pour voir quelle est la patte Éric Bellion aussi à l'intérieur? Allons-y. Hein. C'est Déjà, parti. tu vois la couleur. La couleur, super jolie couleur, superbe effet, avec un côté un peu violet de loin. Mais ça, t'expliquais, il est bien bleu marine et c'est l'association avec le rose. Hein. Ouais, c'est le bleu avec le magenta qui le rend violet. Et c'est la création d'un copain qui design les motos. Et c'est vrai que c'est joli, quoi. Donc tu vois, déjà, c'est un cockpit ouvert. Moi, j'ai voulu garder le... Ouais, t'es pas complètement Je vais aller voir la enfermé dans mer. ta bulle. Ouais. Non. Tu restes connecté aux éléments, là. Ouais. Puis c'est quelque chose de très simple avec 4 winches. C'est vraiment Une très très config simple. assez classique, Ouais. finalement. Donc là, on est à l'intérieur. Ça reste assez haut de plafond, j'ai envie de dire. Assez, Ouais, il y a de assez l'espace. lumineux. Ouais. Ouais. Bon, c'est en mode chantier hein, et on est en train de préparer le bateau pour sortir. Mais ouais, l'idée, c'était d'avoir des choses vraiment optimisées en poids et en consommation. Et avec les hydroalternateurs, on peut vraiment faire un tour du monde en autonomie, en fait. Et c'est moi ce que je voulais, parce que j'ai eu des problèmes d'électricité. Bec noire sur, un tour sur du monde, 2016-2017. Et ça, c'est ton siège de... J'ai envie de dire, tu vas passer pas mal de temps. On dirait Ouais. une petite nacelle, une Voilà, petite balançoire. c'est un petit siège très léger en carbone pour permettre de faire la stratégie Avec sur beaucoup de temps l'ordinateur. passé sur l'ordi. Hein, Ouais. quand on est tout seul sur un tour du monde, finalement, on est très peu à la barre dehors. On est beaucoup de temps à l'intérieur. On barre quasiment jamais. Ouais. Et puis, le plus gros boulot, ça reste de dormir, quand même. Tu dors où, du coup? Par là. Par là, Je c'est sais pas encore complètement Non. défini. Ouais. La cuisine, ça va se résumer à un petit réchaud. C'est un petit réchaud, en ouais. général, Ouais, un ouais. petit seau pour la Pour toilette. l'instant, c'est ça. Merci Eric, Merci à toi. c'était super de nous faire visiter ton bel IMOCA. On te souhaite le meilleur sur le défi Azimut déjà, et puis après bien sûr sur la Transat Jacques Vabre. Il y a encore plein de choses à écrire aussi sur le prochain Vendée Globe. Nous on va retrouver Gilbert, puisque Justine Métro est avec nous également dans cette émission. Elle nous attend sur la plage. Salut Justine, merci de nous accorder un peu de temps dans ce Café de la Marine, on est ravis d'être avec toi. Tu as énormément enchaîné depuis ta très belle 7e place sur la route du Rhum l'an dernier. Comment tu te sens cette rentrée des classes? Pas trop épuisée?
Ça va, écoute, je me sens bien, j'ai pu récupérer un petit peu au mois d'août, mais c'est vrai que ça fait à peu près 1 an et demi maintenant que je suis assez à fond entre le projet Eleven Hour Racing qui s'est terminé et puis le projet IMOCA Teamwork. Mais ouais, c'est chouette. Et puis la rentrée pour nous, ça veut dire que c'est un peu la période de la reprise aussi des entraînements, ici à Port-la-Forêt avec le pôle Finistère course au large et aussi à Lorient de notre côté. Donc c'est chouette, moi j'aime bien ces périodes où on a C'est l'impression dense, il y a la Jacques Vabre qui arrive aussi, Voilà, ça va être un c'est vrai clair. tunnel là. Il y a hein. tout qui arrive très vite, mais c'est chouette ces périodes d'entraînement. On a l'impression de pouvoir mettre encore les choses en place, continuer de progresser sur le bateau. Donc c'est toujours super intéressant et ouais, ça me plaît bien. Alors tu es devenue capornienne cet hiver en disputant la grande étape du Sud sur The Ocean Race à bord de Eleven Hour Racing et vous avez d'ailleurs remporté cette course autour du monde. Quel bilan tires-tu de cette expérience ? Ouais, le bilan il est hyper positif en termes d'expérience. Tout ce que j'ai pu faire avec Eleven Hour Racing, donc le programme en double, après le programme en équipage spécifique vraiment pour The Ocean Race. Voilà, c'est toujours une super course autour du monde, énormément de temps et de 1000 parcourus en mer. Donc c'était hyper riche. Super de pouvoir avoir la victoire finale aussi, qui était vraiment l'objectif de l'équipe. Et quand on réalise tout ça ensemble sur la durée, ouais, c'est hyper satisfaisant et c'était vraiment chouette de pouvoir vivre ça avec cette équipe. Alors maintenant, tu vas te reconcentrer sur ton bateau, Teamwork, qui est l'ancien Charal 1. À l'époque, l'idée, quand tu l'as acquis il y a un peu plus d'1 an, c'était vraiment d'abord de le prendre en main, puis ensuite de le mettre à ta patte. Tu as eu très vite des très bons résultats sur le défi Azimut, sur la route du Rhum, on l'a dit. Quel bilan tu ferais là au bout d'1 an ? Est-ce que tu es satisfaite de la façon dont justement tu as réussi à apprivoiser ce bateau ? Bah oui, je suis satisfaite. Effectivement, on avait eu très peu de temps pour préparer les échéances de la fin de l'année dernière. Et puis ça s'était plutôt bien passé, donc ça c'était satisfaisant. Et après, les 6 premiers mois de l'année, je me suis vraiment concentrée sur le projet Eleven Hour. Pendant ce temps-là, mon bateau il était en chantier pour de la mise au point et, on va en parler, et ouais. un peu de Il a été développement. bichonné par l'équipe. Voilà, exactement. Et puis du coup, j'ai repris le projet à 100% à partir du mois de juillet. Donc voilà, maintenant ça permet vraiment de se concentrer là-dessus avec l'objectif du Vendée Globe l'année prochaine qui est à long terme. Et puis on continue de progresser petit à petit. Alors, tu vas disputer toute la saison, la Transat Jacques Vabre, avec Julien Villon, le Trinitain. Parle-nous un peu de ton co-skipper. On vous surnomme déjà les Jujus sur les pontons et vous formez un sacré tandem. Bah oui, c'est top de pouvoir avoir Julien avec moi sur cette saison. On s'était rencontrés quand je l'avais fait venir avec moi sur un tour de Bretagne à la voile. En 2019, je crois en Figaro 3, on se connaissait pas très bien, mais on s'était super bien entendu sur l'eau et à terre. Donc quand j'ai monté le projet Teamwork, pour moi c'était assez naturel de faire appel. C'est un jeune talent. Voilà, Julien. exactement. Julien, c'est un très bon stratège météo, mais pas seulement. Qu'est-ce qu'il t'apporte du coup ? Julien, c'est un très bon marin qui est vraiment complet. Je pense qu'il peut tout faire à bord. En plus, il a l'aspect justement routage météo parce qu'il a assisté beaucoup de grands marins sur des tentatives de record. Avec Jean-Yves Bernot. Donc il m'a aidé notamment justement l'année passée à remettre un peu tout ça en place, tout le côté stratégique que j'avais pas trop pratiqué les dernières années pour bien remettre en route les manières de procéder, etc. Et puis il s'occupe aussi de tout le suivi de la performance sur mon projet depuis l'année dernière. Il continue ça cette année, il continuera jusqu'au Vendée Globe. Donc tout ce côté-là, il le prend en main et tout ce qui est aussi du coup un peu plus rattaché à l'électronique à bord. Donc voilà, il amène pas mal de choses aussi en dehors de la navigation pure. Ouais. Alors comme tu l'as dit, ton équipe a profité effectivement que tu étais sur le tour du monde et pour bichonner ton bateau et puis procéder à peut-être quelques modifications, l'optimiser, même si Charal 1 c'était devenu Teamwork, c'est un super bateau. Quelles sont les petites modifications que vous avez apportées ? Alors cet hiver, la modification principale, c'est qu'on a changé les puits de foil pour pouvoir changer les foils l'hiver prochain. Donc ils sont en cours de fabrication en ce moment. Donc une nouvelle version à venir. Ouais. Voilà, exactement. Pour le Vendée Globe, alors une nouvelle version. Exactement, donc que pour la saison 2024. Parce qu'en ce moment, on utilise toujours les foils d'origine du bateau qui datent de 2018. Donc ils commencent à être un peu dépassés en termes de design. Donc voilà, l'idée c'était de regagner en performance là-dessus. Et puis on a aussi remis au goût du jour un peu tout ce qui est le dossier électronique, rajouter des panneaux solaires, essayer d'être un peu plus autonome en énergie en cas de souci. Un peu d'ergonomie peut-être aussi pour vraiment te sentir toi à l'aise. Oui, alors ça c'est encore en cours. On va remettre à bord un siège de veille parce qu'il n'y en avait pas, etc. Donc on essaye d'anticiper un peu. On a commencé cet hiver et on va poursuivre l'hiver prochain tout ce qui est aussi du niveau ergonomique, confort à bord, un tout vie à petit bord. peu de confort, autant qu'on puisse en mettre en tout cas sur
sur ce genre de machine. Il y a le défi Azimut qui arrive très très vite. Ça va être une super manière de se jauger aussi. Il y a un super plateau, 35 IMOCA. Comment tu te situes toi par rapport à cette très belle concurrence ? Qu'est-ce que tu attends de ce défi? Je pense justement, c'est vrai que le défi Azimut, c'est toujours peu avant les grandes échéances, soit la Route du Rhum, soit la Transat Jacques Vabre. Ça va permettre de situer un peu parce qu'il y aura la plupart des bateaux qu'on va retrouver sur la Jacques Vabre. Donc on va pouvoir un peu voir où on se situe, quelles sont les forces en présence. Nous, on sait qu'on a un bateau de toute dernière génération, mais que si on navigue bien, si on va au bon endroit, on a quand même moyen de faire une belle performance. Donc on va essayer de viser ça. Eh bien, on te souhaite le meilleur pour ce défi Azimut, Justine, et on va aller retrouver un autre concurrent sérieux qui est très attendu aussi sur ce défi Azimut et avec lequel tu auras certainement beaucoup de plaisir à te bagarrer. C'est Charlie Dalin qui nous attend. Salut Charlie. Salut. Voilà. Salut Charlie, merci de nous recevoir sur cette terrasse de Mer Concept qui surplombe le port de Concarneau. Salut Gilbert, bienvenue chez Mer Concept. Alors, ton bateau, Massif Santé Prévoyance, que l'on voit actuellement à sec, avait été mis à l'eau fin juin. Et un mois tout juste après cette mise à l'eau, pour sa première sortie en course sur la Rolex Fastnet Race, vous avez décroché une très belle victoire avec Pascal Bidégory. Vous avez frappé un gros coup d'entrée. Est-ce à dire que ce bateau, il est bien né ? Ouais, je pense que Massif est bien né. Effectivement, on gagne la Rolex Fastnet Race un mois jour pour jour après la mise à l'eau. Honnêtement, ça n'en est pas un si bon résultat. On s'est même posé la question quelques jours avant le départ, au vu les conditions dans le Solent et dans la Manche, est-ce que c'était vraiment raisonnable de prendre le départ de la course avec un bateau si neuf, si récent, si peu éprouvé. Finalement, on a décidé d'y aller. Et voilà, on ne regrette pas du tout ce choix et c'était vraiment génial pour toute l'équipe qui s'est impliquée, toute l'équipe de construction CDK qui sont impliqués pendant plus d'un mois, 1 an et demi, qui ont travaillé très dur, d'apporter si rapidement un beau résultat après tout leur travail. D'autant que tu pouvais te poser des questions parce que les conditions, elles ont été très musclées sur cette grande classique. C'est-à-dire que c'était un test intéressant en termes de vitesse, de performance, mais aussi surtout de fiabilité. Ouais, c'est vrai qu'on a démarré un petit peu, pas doucement non plus, mais en faisant attention, parce que le bateau connaissait vraiment pas ce type de mer. On n'a jamais rencontré ce type de conditions avec Massif. Je pensais vraiment qu'on allait bricoler pendant la course avec un bateau si récent. Mais vous aviez la caisse à outils toute prête. La caisse à outils était prête, on était prêts, mais on n'a même pas eu besoin de sortir les outils. Et au fur et à mesure de la course, on a pu se rendre compte qu'il y avait effectivement du sportif à aller chercher. Et on a switché un peu, on a un peu changé de mode au fur et à mesure de l'épreuve. Et on s'est pris au jeu. On s'est pris confiance, on s'est pris au jeu de la compétition. Et on a commencé à rattraper les bateaux qui étaient un petit peu devant, à les doubler. Et après, on a eu un super finish avec Johan Richomme et Yann Eliès dans le vent faible, dans les îles aux Anglais. Voilà, c'est vrai. Il y a eu un super finish. Vous avez longtemps joué avec eux et au final, vous avez réussi à les devancer sur la ligne d'arrivée de 4 petites minutes. Et puis, Sam Goodchild et puis Antoine Koch sur Force the Planet ont pris la 3e place. Mais les 3 premiers bateaux se tenaient en 30 minutes. C'est dire que le niveau, il ne cesse d'évoluer, de grimper dans cette classe IMOCA. Et puis, que la classe est assez homogène. Ouais, c'est vrai que le niveau sportif est clairement présent. Il y a de très bons équipages cette année pour les années à venir, des très bons skippers et des très bonnes équipes aussi, parce qu'il y a forcément les marins, mais il y a des bureaux d'études performants derrière chaque équipe. Et voilà, ça fait une compétition qui est très intéressante. Ça nous pousse à réfléchir plus, à cogiter plus, à aller plus loin dans nos réflexions, dans nos efforts pour être performants. Et voilà, ça fait vraiment une classe IMOCA qui est très riche sportivement en ce moment. Voilà, tu viens de dire, ça nous pousse à réfléchir plus. Et justement, ce nouveau bateau, c'est le fruit d'une longue réflexion de toi, de toute ton équipe, avec l'architecte Guillaume Verdier. Et ce, à la lumière du Vendée Globe, où on le rappelle, tu avais quand même terminé deuxième de l'édition précédente. Quelles sont les différences majeures entre ton Apivia, qui était performant et qui le reste, qui est aujourd'hui aux mains de Clarisse Kremer, et ce nouveau 60 pieds ? Alors c'est vraiment un bateau qui est issu de
l'expérience de tous les membres de l'équipe. Voilà, de mon équipe de techniciens, voilà, qui sont majoritairement les mêmes que j'avais avec Apivia, l'expérience de Guillaume Verdier, l'architecte, mon expérience aussi. Quand on a conçu Apivia, j'avais jamais fait le Vendée Globe. Maintenant, voilà, on a pu travailler, réfléchir grâce à cette expérience aussi que j'ai acquise. On a essayé, l'idée c'était vraiment de garder les points forts d'Apivia, et de gommer ces quelques défauts voilà, pour créer ce massif. Donc, il est plus puissant. La forme de coque est à peu près à la même puissance, mais les volumes de coque ont un peu changé. Le bateau est plus large à l'avant, un peu plus étroit à l'arrière. On a augmenté un peu le franc-bord aussi, donc la garde à la mer. On a aussi beaucoup travaillé sur la partie ergonomie. Oui, justement, ça on le sait, ces bateaux sont très inconfortables et dans la durée d'un Vendée, c'est presque invivable. Vous avez beaucoup travaillé sur cette ergonomie. Justement, à la lumière des premières navigations que tu as eues depuis le mois de juin, est-ce que tu ressens un léger mieux dans ce domaine ? Ah oui, on ressent un beau mieux, un gros mieux à ce niveau-là. Voilà, on a pris le parti de faire un cockpit vraiment tout petit, le plus petit possible. La zone de vie est petite, la cockpit est petit, presque trop petit pour du double. Mais voilà, c'est un bateau qui est vraiment tourné pour le solitaire. Et en fait, quand un IMOCA est lancé à 30 nœuds dans 4 mètres de mer, voilà, c'est pas compliqué de s'imaginer à quel point c'est difficile de se déplacer dans le bateau. Du coup, d'avoir des volumes, des espaces petits, ça permet voilà, de limiter les déplacements, d'atteindre tous les bouts, la colonne, la zone de vie plus rapidement. Voilà, au final, sur un IMOCA, c'est plutôt un luxe d'avoir un petit espace qu'un grand espace. Voilà. Alors, tu as choisi un équipier de choc, un basque teigneux, c'est Pascal Bidégori. Pascal, c'est aussi un expert, un perfectionniste dans la mise au point des bateaux. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix et qu'est-ce que Pascal t'apporte dans cette collaboration ? Alors, Pascal apporte beaucoup de choses. On a navigué ensemble pendant mes entraînements pour le précédent Vendée Globe. Alors là, Pascal, c'est un très bon marin, un marin hors pair même. C'est aussi un très bon développeur de bateaux, notamment d'IMOCA ces dernières années, puisqu'il a travaillé sur plusieurs IMOCA neufs ces dernières années. Et voilà, il est très moteur sur les améliorations qu'on peut apporter, notamment sur la partie voile, qui est un petit peu son domaine presque de prédilection. Et voilà, on forme un bon duo assez complémentaire. Et ça a tout de suite bien fonctionné sur le Fastnet. Et voilà, j'ai hâte de continuer à naviguer avec lui sur les prochaines courses. Alors, prochaine échéance, c'est le défi Azimut que tu as déjà remporté à 2 reprises. Tu vas retrouver toute la concurrence, Johan Richaume, avec lequel tu as navigué là, justement à l'entraînement. Quel sera ton objectif sur ce rendez-vous de rentrée ? L'objectif, c'est de le remporter, mais aussi de voir un peu plus loin, c'est-à-dire de continuer après à se préparer pour la Transat Jacques Vabre, qui est quand même le gros rendez-vous de l'année, continuer à affiner notre binôme avec Pascal, continuer aussi à évaluer les points forts et les points faibles de la concurrence, nos points forts et nos points faibles également. C'est vraiment la dernière répétition avant les grandes transats. Merci Charlie et puis bon vent pour ce tunnel de compétition à l'automne. Merci Gilbert. Pour finir ce café, nous sommes de retour à Lorient où se prépare donc ce grand défi Azimut Lorient Agglomération. C'est la rentrée des classes aussi pour les ultimes. On vient de croiser l'équipage de Banque Populaire. Sodebo de Thomas Coville est en train d'être remis à l'eau juste à côté de nous. L'actualité, c'est aussi le CELJP avec l'étape de Saint-Tropez qui a eu lieu les 9 et 10 septembre dernier. Une grosse déception pour l'équipage français de Quentin Delapierre qui avait des chances d'accéder à la finale après sa 5e place le samedi et qui a manqué de réussite sur les 2 dernières manches qualificatives et se classe 6e de cet acte remporté par les Anglais de Ben Inslee qui ont disputé une très très belle finale avec les Australiens et les Espagnols. Et puis cette étape de Saint-Tropez, elle a été marquée par une image spectaculaire, comme on n'aime pas les voir, mais forcément elle a fait le tour du web. C'est l'aile de Team New Zealand qui a explosé en vol samedi. Pas de blessés, mais fin de la compétition pour Peter Berling et ses hommes.
Et puis l'actu, c'est aussi le dénouement de la solitaire du Figaro. Oui, la solitaire du Figaro qui a rendu son verdict et à l'issue de ce troisième acte qui menait la flotte de Roscoff à Piriac-sur-Mer, c'est Corentin Aurault qui sort grand vainqueur de cette édition un peu folle. 7e de cette dernière étape derrière le bisu Benoît Tudori, révélation de cette épreuve, le skipper de Banque Populaire s'impose pour sa 7e participation. La régularité a enfin payé pour le skipper de Banque Populaire qui devance de 11 minutes Basile Bourgnon, le Benjamin de la flotte, et Loïs Béréard, le skipper massif, vainqueur de la dernière Transat AG2R. On notera pour la petite histoire que c'est un podium 100% trinitaire. Et bravo à eux, et on reviendra évidemment sur cette édition de la solitaire du Figaro et notamment une deuxième étape complètement dingue dans le prochain Café de la Marine. Bye bye. Bye bye.